Bonjour à tous. On va commencer par prendre de retard ce symposium sur les hypersomnolences centrales psychiatriques. Et tout de suite, je vais faire un commentaire sur ce titre parce que je n'étais pas du tout d'accord pour accepter ce titre tel quel. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de débats là-dessus parce que hypersomnolence centrale psychiatrique, soit il y a beaucoup de monde qui sont venus et l'amphi est plein à cause de ça parce que c'est vraiment trop intriguant, soit voilà, on verra ce que vous allez nous en dire. Mais moi, ça m'a tout de suite, en tant que neurologue, ça m'a perturbé ce titre et du coup, ça m'a intriguée et ça m'a donné envie de venir vous écouter. Alors moi, au contraire, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que je pense que la psychiatrie, c'est quand même dans le cerveau que ça se passe. Donc effectivement, je pense que vous aurez 4 présentations pour débattre du sujet. Et donc on va commencer sans plus attendre avec le professeur Micolo Franchi, qui est probablement le mieux placé pour nous parler de nosographie en postprandial. Là. Grand défi. À toi, Jean-Arthur. Merci. Alors, je ne suis pas sur le même écran que vous, mais j'ouvre progressivement. Mais merci beaucoup pour cette introduction. Juste pour rappeler, depuis le XVIIIe siècle, la psychiatrie s'est fondée avec des physiologistes et des neurophysiologistes fameux qui ont structuré à la fois le champ de la physiologie et de la psychiatrie. Et il y avait beaucoup moins de dichotomie que dans le monde actuel. Donc ça, c'est la session. Donc, quelle dimension clinique et quelle nosographie ? Alors là aussi, par rapport à Lucie, je n'ai pas beaucoup de data, mais je vais proposer une réflexion tout de même structurée et rigoureuse autour des dimensions cliniques et nosographiques, autour de ce qu'on appelle l'hypersomnolence. Alors, on parlait des oppositions, neurologie, psychiatrie. On est quand même dans un monde qui actuellement va pas très bien, post-Covid, post-réchauffement climatique, et des guerres un peu partout. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un monde comme ça. Et le monde s'effondre. Et Lévi-Strauss nous disait, que faire quand votre monde commence à s'effondrer ? Moi, je pars me promener, et si j'ai vraiment de la chance, je trouve des champignons. C'était dans un article en 1958, et le champignon va être la ligne d'arrière-fond pour notre réflexion autour de l'hypersomnolence. Et pour ceux qui étaient à la session d'avant, ont bien vu que le blob, qui est une sorte de champignon, était la métaphore sur laquelle on s'était fondé pour pouvoir réfléchir au raisonnement clinique autour de la somnolence. Alors ce champignon, j'y suis allé vraiment pour préparer cette présentation, et c'est des vraies photos. Je suis allé ce week-end chez ma maman, chez ma mère, en Charente, et je suis allé chercher des cèpes. Et donc l'idée, c'est dans la forêt, effectivement, on peut trouver des champignons, mais en fait, ce qui est intéressant quand on va chercher des champignons, c'est pas d'essayer de trouver le champignon, le cèpe, la narcolepside type 1. C'est vrai, il n'y a pas que la narcolepside type 1 dans les bois. En fait, quand on regarde les bois, ça c'est mes photos aussi, il y a plein de champignons différents. Il y en a plein différents. Et c'est rigolo parce qu'avec Régis, je lui dis, ouais, j'ai photographié des champignons. Il me dit, ah ben moi aussi j'ai photographié les champignons. Et avec Régis, qui va intervenir après, on est amis et on ne s'était pas concerté. Il a les mêmes photos de champignons que moi, mais c'est-à-dire qu'on est attentif à ce que la forêt peut créer comme interrelation pour faire naître de la diversité. Et les champignons, vous savez, quand vous êtes attentif dans la forêt, vous voyez le mycélium derrière, les interrelations champignons, végétales, minérales, qui se fait. Et être attentif à ça, c'est un élément important. Et puis, peut-être que vous pouvez voir apparaître, et c'est une vraie petite grenouille que j'ai vue apparaître en étant attentif aux autres champignons. Donc, quand vous êtes attentif aux champignons dans la forêt, tout d'un coup, vous voyez apparaître de l'inattendu. Et en fait, j'invente pas ça. Anna Tsing, qui est une penseuse de l'écologie moderne, s'est intéressée à un champignon particulier, le matsutake, qui est un champignon plus cher que la truffe, et dans le champignon de la fin du monde, a fait un développement philosophique autour de la place du champignon dans le capitalisme mondial, et a dit, si nous cédons à leur attractivité fongique, les matsutake peuvent nous obliger à faire preuve d'une curiosité qui me semble être la première condition d'une survie collaborative dans les temps précaires. Susciter l'imagination consiste à révéler des réalités marginales et précaires occultées. Cette petite grenouille qui serait passée inaperçue si j'étais centré sur les cèpes. Et donc, cette survie collaborative en situation précaire, je pense qu'elle est indispensable quand on s'intéresse à l'hypersomnolence en dehors du simple champ de la narcolepsie de type 1. Donc, susciter l'imagination, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et susciter l'imagination, c'est-à-dire d'être attentif au vocabulaire, à la façon dont peut se manifester les choses et à la façon dont on peut les dire. Et donc, c'est important de revenir à la source. La somnolence, on utilise tous l'échelle des Poirce.
C'est une échelle parfaitement connue, on a l'impression qu'on la connaît en tout cas parfaitement. C'est une des publications les plus citées dans notre domaine. Là, on voit les 100 citations, les 100 articles les plus cités dans notre communauté. On voit que c'est la psychométrie qui est citée en premier, la Pittsburgh, la PSQI et l'échelle des Poirces. Mais est-ce qu'on la connaît vraiment ? Alors l'idée là, c'est pas de faire une analyse psychométrique de l'échelle des Poirces, il y a des revues dessus, mais c'est de se demander quel construit il explore, alors que pour un teaching course hier de la SFRB, je suis allé chercher les différentes versions de l'Epworth, et en fait, il y en a 5 au moins versions différentes de l'Epworth qui peuvent varier en fonction de la question qu'on pose. Est-ce que c'est la somnolence ? Est-ce que c'est l'assoupissement ? Est-ce que c'est le fait de s'endormir ? Sur le dispositif de réponse et même sur les situations, elles peuvent varier de manière énormément. Et donc, si on n'est pas attentif à ce vocabulaire, à qu'est-ce que ça dit du phénomène, on peut se perdre un peu dans ces différentes échelles d'Epworth. Et en fait, l'échelle de Poirces, à mesure, ce que John nous dit dans le texte lui-même, elle mesure le niveau général de somnolence et elle doit être distinguée du sentiment de somnolence lui-même. Et elle explore la façon dont un sujet a tendance à s'assoupir ou à s'endormir. Et l'échelle des Poirces n'est pas une mesure de la drowsiness. Donc là, on voit des nuances apparaître quand on revient à la source qui sont importantes. Mais par contre, c'est la seule échelle en anglais qui mesure l'ASP. Je me disais, c'est quoi l'ASP ? l'Average Sleepiness Propensity. Et en fait, je vous ai présenté ici ce que mesure en fait l'échelle des Poirces. Et vous voyez que être attentif aux choses précaires, c'est important pour pouvoir explorer l'hypersomnolence en psychiatrie. Jones, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il y a l'instantaneous sleep propensity, la proportion instantanée à s'endormir. Donc ça peut être évalué par des EVA, la Stanford Scale. Donc actuellement, là, est-ce que vous sentez de la somnolence ? La situational sleep propensity, c'est cette somnolence, est-ce qu'elle est propre à certaines situations ? Et il peut y avoir des situations différentes en termes de somnificité. C'est le terme que Jones avait inventé. Et l'échelle des Poirces, en fait, a fait la moyenne des SSP dans différentes situations. Vous voyez le construit un peu complexe que John a fait, c'est-à-dire c'est pas la drowsiness, c'est pas le sentiment de somnolence, c'est la moyenne de la proportion que j'imagine de m'endormir dans des situations de somnificité différentes. Et ouais, et donc là on commence à voir que d'un concept simple, on en aboutit à un concept un tout petit peu plus complexe, et donc il faut aller continuer à explorer la forêt et chercher les champignons. Alors quand on cherche les champignons, on peut revenir au manuel de classification des champignons. C'est toujours cette articulation, tu rentres des bois, tu regardes ton manuel, et bon, il y a l'International Classification of Sleep Disorder qui nous dit, dans l'ICSD2, la daytime sleepiness est la difficulté à maintenir un niveau d'alerte pendant les phases de 24 heures ou sur les cycles veille et sommeil. Et l'ICSD3 a modulé un peu ça, a plutôt détaillé ça. Elle nous dit la somnolence diurne est définie par l'incapacité de rester éveillé, donc c'est plus la difficulté, c'est l'inability. Donc il rajoute l'alertness, et c'est durant les phases majeures d'éveil, et ça résulte dans des périodes irrésistibles de besoin de sommeil, de sieste inattendue ou de drowsiness. Donc là, on voit la complexité apparaître. La drowsiness apparaît dans l'ICSD2 et pas simplement le fait de falling in sleep, de tomber de sommeil. Donc on voyait, là, ça commence à s'articuler. On voit qu'il y a différentes dimensions. Alors comment on s'en sort quand on est psychiatre et neurophysiologiste ? Donc l'idée, c'est de revenir là aussi à la source. Carskadon et Demant nous dit que la somnolence, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension introspective, subjective, une dimension comportementale et une dimension physiologique. Donc, il y a plusieurs dimensions dans leur façon de l'appréhender. Mais en fait, il y a aussi plusieurs dimensions dans sa qualité de la somnolence. Et ça, en partant des outils de mesure, on peut essayer de démêler les différentes dimensions qu'il y a autour de la somnolence, et c'est les travaux qu'on mène avec Vincent Martin, Régis Lopez et les différents noms que vous voyez là. Et donc, quand on prend les différents outils de mesure de la somnolence, on peut voir qu'en fait, il y a différentes dimensions, non pas en termes de méthode de mesure, mais en termes de qualité. Il y a la somnolence diurne excessive, qui est ici en rouge, la quantité excessive de sommeil et les perturbations du réveil. Donc, on voit déjà que là, on voit 3 grandes dimensions autour de l'hypersomnolence qui peut être explorée par des outils différents. Ces outils différents permettent d'explorer ces différentes dimensions de la somnolence. Et donc, une approche multidimensionnelle de l'hypersomnolence est nécessaire, et les outils qui permettent d'évaluer ça ne datent que d'il y a quelques années.
Quelles sont ces différentes somnolences? Alors ça, c'est une slide qu'on avait fait avec Régis pour vous donner les différentes dimensions. Dans la somnolence du nombre excessif, il faut séparer la sleepiness, c'est le risque de s'endormir, de la drowsiness, c'est le niveau d'éveil insatisfaisant. Quand vous avez l'impression de perdre votre fluidité mentale, comme si c'était un peu dans le brouillard, c'est pas que vous allez vous endormir, vous sentez que c'est pas aussi vif que d'habitude. Mais ça, c'est plutôt la drowsiness, mais ça implique les systèmes d'éveil. Donc par rapport à la daytime sleepiness définie par l'ICSD-3, c'est bien les systèmes d'éveil qui sont modulés et qui peuvent être abaissés, mais pas au point de s'endormir, mais au point de cognitivement sortir quelque chose qui est drowsy. Puis après, sur la quantité excessive de sommeil, donc il y a une définition dans l'équipe de la MERS européenne avec Yves Devilliers qui est donnée, plainte relative avec une durée d'au moins 10 heures de sommeil sur les 24 heures. Et puis les perturbations du réveil, où on peut différencier les difficultés à interrompre le sommeil, la confusion du réveil et l'inertie du sommeil, mais on va moins s'attarder sur ces dimensions-là. Mais vous voyez les nuances qu'il peut y avoir autour de la somnolence, et c'est très important quand on s'y intéresse à la psychiatrie, parce qu'en fait, ça va permettre de faire des profils de somnolence, et on fait l'hypothèse que ces profils auraient peut-être une spécificité physiopathologique et une spécificité nosographique de type de maladie. C'est très probablement pas la même somnolence dans la somnolence résiduelle post-PPC et la somnolence dans la narcolepsie type 1. C'est pas la même somnolence dans la somnolence dépressive et dans la somnolence d'une hypersomnie idiopathique. Donc c'est ces travaux-là qu'il s'agit de faire, de voir comment phénoménologiquement on peut faire des profils de somnolence qui dépendent des pathologies, et également d'aller explorer le fait que ces dimensions de somnolence seraient peut-être déterminées par des mécanismes physiologiques qui pourraient être explorés par des outils électrophysiologiques. Et c'est ce schéma de Laure Peter de Hax qui est ici, qui permet de voir qu'en fait les différentes dimensions de la somnolence peuvent être explorées par des questionnaires en jaune, par des méthodes comportementales, enfin pour analyser le comportement et les performances en orange, et par des outils neurophysiologiques. Et c'est cette intrication, cet emmêlement du mycélium, des différentes perspectives qu'on peut voir par rapport à la somnolence qui va faire avancer le champ, et c'est bien à ça que la psychiatrie physiologique nous permet d'être attentive. Et récemment, on peut partir aussi de la littérature pour aller voir ce qu'est la somnolence. Et on a fait une analyse en big data de tous les termes qui se retrouvent dans la publication, dans 30 000 publications autour de la somnolence. Et on peut faire l'analyse lexicale du champ autour de la somnolence. Alors, on ne retrouve pas les 3 dimensions, mais on voit que la somnolence est prise en étau, d'une certaine façon, entre le champ des pathologies, en bleu, voyez, le champ de la mesure physiologique et le champ des questionnaires. Et on voit là qu'il faut articuler ces différents champs pour essayer d'avancer dans un construit complexe qui est celui de la somnolence. Alors, je vous ai décrit les différentes dimensions cliniques. Dans le titre, il y avait aussi les aspects nosographiques. Et donc, dans ces aspects nosographiques, là aussi, on peut revenir aux classifications. On a un problème. Parce que la classification du sommeil et la classification psychiatrique n'utilisent pas les mêmes termes pour les choses qu'elle essaye de définir similairement. L'ICSD définit l'hypersomnolence comme un symptôme, c'est clairement dit dans l'introduction du chapitre sur les hypersomnolences centrales, et les hypersomnies comme des maladies. Donc, et d'ailleurs, on va voir qu'en psychiatrie, c'est appelé hypersomnie associée à un trouble psychiatrique. Et donc, voilà, l'hypersomnie associée à un trouble psychiatrique, et la seule dimension sémiologique associée à l'hypersomnie associée à un trouble psychiatrique, c'est le besoin irrésistible de dormir, donc c'est la sleepiness, qui est dans l'ICSD 3. Mais dans le DSM, l'hypersomnie, c'est le symptôme, et l'hypersomnolence, c'est la maladie. Donc là, il faut faire une inversion. Ce qui fait que dans la littérature psychiatrique, quand vous analysez la prévalence de l'hypersomnie dans les troubles bipolaires, c'est pas la prévalence de l'hypersomnie en termes de maladie, c'est la prévalence de l'hypersomnie en termes de symptômes. Les mondes sont complexes, les mondes sont intriqués, il y a différents champs et c'est comme ça, mais il faut être attentif. Et donc, vous voyez, un des critères diagnostiques du trouble dépressif majeur, c'est l'hypersomnia. Alors qu'encore, je reviens, l'hypersomnia, ils disent que c'est la specific disorder dans l'ICSD. Bon. La maladie s'appelle hypersomnolence disorder et pas hypersomnia disorder associée à un trouble psychiatrique. Et là, par contre, les psychiatres, ils ont mis les 3 dimensions sémiologiques qu'on avait détaillées dans le DSM-5, ils mettent les 3 dimensions. La sleepiness, l'allongement du temps de sommeil, l'inertie du réveil est retrouvée, et surtout, en jaune, les répercussions fonctionnelles sur la vie quotidienne. Donc il y a des échelles pour détailler toutes ces dimensions.
l'échelle de Yves Dauvilliers, l'hypersomnia severity scale, idiopathique hypersomnia severity scale, qui a été développée initialement pour l'hypersomnie idiopathique et qui pourrait peut-être être transférée dans le champ des hypersomnolences associées aux troubles psychiatriques. Mais attention, quand on construit une échelle dans un champ donné de maladie, le transférabilité vers un autre champ n'est pas si évident que ça. L'échelle qui a été spécifiquement développée pour l'hypersomnolence disorder chez les patients avec un trouble mentaux, c'est l'HSI, l'hypersomnolence severity index, qui est construite comme l'ISI, mais adaptée à l'hypersomnolence, et que dans la cohorte SOPSI, on est emmené à utiliser et à valider. Alors, pour finir, le modèle il est complexe, parce qu'on veut évaluer l'hypersomnolence, qui est liée à des systèmes d'éveil et de vigilance altérés, mais on a les troubles du sommeil, on a les troubles psychiatriques, les autres maladies, les traitements, les comportements de sommeil, les environnements qui peuvent entraîner l'hypersomnolence et à la fin un handicap lié à l'altération du sommeil. Et il y a un terme qui est dans le DSM-5, c'est que pour associer un trouble hypersomnolence, il ne faut pas qu'il soit better explain, not better explain, not attribuable to. Et en fait, ce not better explain, il dit que vous pouvez poser le diagnostic d'un trouble hypersomnolence même s'il y a un trouble dépressif. Mais il ne faut pas qu'il soit mieux expliqué. Et là, savoir ce que veut dire not better explain est laissé à l'appréciation libre du clinicien. Alors pour s'y repérer, et c'est peut-être pour ouvrir la discussion, je vous propose un modèle complexe autour de l'approche synchronique et diachronique, qui est classique en thérapie cognitive et comportementale. Approche synchronique, c'est à un moment donné. L'hypersomnolence, par une approche dimensionnelle, phénoménologique, sémiologique, précise, pourrait peut-être permettre d'avoir des dimensions mieux reliées à certaines dimensions physiologiques. C'est l'hypothèse qu'on fait en neurophysiologie clinique. Mais qu'en plus, il y a un aspect diachronique qui est d'essayer de voir l'évolution de ces plaintes de somnolence en lien avec une approche longitudinale d'autres variables explicatives, les comorbidités psychiatriques, les comorbidités non psychiatriques, les traitements, les comportements de sommeil et les environnements dans lesquels on dort. Et il existe des méthodes statistiques qu'on travaille avec Sébastien Bailly pour savoir comment faire des liens de causalité à ces suivis longitudinales, mais pour le moment, on est laissé à notre simple appréciation clinique. Et donc, comme on est laissé à notre simple appréciation clinique, pour la somnolence résiduelle post-PPC, on en est arrivé à faire quelque chose qui ressemble à un blob, c'est celui-ci ici. Alors le blob, je vous en ai mis ici, il peut être libre ou encapsulé. Le CNRS a fait tout un protocole de recherche participatif autour du blob. Là, c'est des blobs. Alors je voulais vous en trouver des vrais. J'ai cherché pendant 2 heures des blobs dans ma forêt. J'en ai pas trouvé. J'en avais trouvé un il y a quelques mois, mais j'en ai pas retrouvé. Parce que vous pouvez en trouver dans les forêts françaises. Et pour finir sur Tsing, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait que se passe-t-il si on imagine la vie intellectuelle comme une zone boisée, paysanne, comme une source de nombreux produits utiles émergeant d'une configuration involontaire? Cela signifie concevoir une recherche qui requiert des groupes enjoués et des constellations de collaboration, non pas des congrégations d'individus calculant les coûts et bénéfices, mais bien plutôt une fine érudition qui émerge grâce aux collaborations. Une fois encore, penser à partir des champignons peut être d'une aide précieuse. Et donc, je remercie toute cette fine érudition et collaboration qu'on peut avoir au sein de la SFRMS pour pouvoir poursuivre dans l'exploration de la somnolence. Et donc, je me permets de finir par un take-home message pour, après l'ouverture champignonesque, essayer de revenir sur Terre. La somnolence est centrale, mais elle nécessite des outils psychométriques validés. Il faut renforcer l'engagement de la communauté pour la validation rigoureuse d'outils psychométriques et tenir compte de validation longitudinale. Il faut modéliser l'impact des autres variables comportementales et comorbides sur les différentes dimensions de la somnolence, avec l'hypothèse que formuler phénoménologiquement de manière plus précise les questions de la somnolence permettrait de les relier plus spécifiquement à des dimensions physiopathologiques, mais qu'il s'agit aussi d'utiliser des outils de modélisation plus ou moins hypothèse-driven pour voir les liens causaux longitudinaux qu'il peut y avoir entre les différentes variables et la plainte de somnolence actuelle que les sujets peuvent avoir. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Arthur. Ta présentation toujours hyper dynamique et agréable. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une première question. Est-ce que tu as adopté la grenouille? Et non, parce que ça, j'aurais pu faire ça il y a quelques temps. Et puis maintenant que je suis sensibilisé à l'écologie, j'apprends à être dans le monde, mais pas essayer de le posséder. C'est-à-dire que faire le transfert écologique, c'est de se dire que le monde n'est pas quelque chose de devant toi à ton service, que tu peux t'approprier, ce que le capitalisme mondial a fait. Mais en fait, si tu es dans un monde limité
aux ressources limitées. Et donc, il faut regarder la grenouille. Et je l'ai laissée partir en me disant « Oh, la pauvre, elle va avoir froid pour cet hiver. » Et en fait, je pense qu'elle va survivre. Hein. Merci pour cette réponse détaillée. Il n'y a pas de questions dans le public ? Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. Si, il y a Isabelle Arnulf. J'amène le micro. Merci Jean-Arthur, j'adore, hein, vraiment, c'est super, à tout point de vue. Et juste, c'est très bien Excessive Need, Drowsiness, tout ça. Et les SOREM là-dedans. Et comme une quatrième dimension que je ne vois pas dans le modèle. Oui, non, c'est complètement vrai. C'est après, ce modèle centré sur l'hypersomnolence, il faudrait l'articuler avec les autres dimensions du sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, et faire une approche dimensionnelle des différentes axes de l'éveil, de la régulation veille-sommeil, de la régulation intra-sommeil avec le sommeil paradoxal. Ça serait un enjeu. En psychiatrie, pour s'en sortir face à des nosographies qui se calent mal sur la physiopathologie, il a été fait les research domain criteria, c'est-à-dire de voir les grandes dimensions cognitives altérées en psychiatrie. Et ce qu'on avait discuté avec Pierre-Alexis et Régis, c'est est-ce qu'on peut faire les research domain criteria du sommeil ? Ça n'a jamais été fait et on mettrait la dimension sommeil paradoxal, la dimension éveil, l'hallucination, exactement. Rêve, ouais. Et on manque de modèles intégratifs actuellement pour ça. On a le temps pour une deuxième question et après... Si on n'en a pas d'autres, c'était juste pour, effectivement, moi, je trouve ce travail de dissection de la sémiologie est hyper précieux pour justement préciser la physiologie sous-jacente et développer une précision diagnostique et des nouveaux traitements éventuellement. Pour chacune de ces dimensions, tu l'as montré, les échelles, souvent, elles chevauchent en fait plusieurs de ces dimensions-là, etc. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des mesures spécifiques pour chacune de ces dimensions-là. Est-ce que c'est un travail que tu prévois de faire par la suite, d'essayer d'avoir cette dissection et du coup la mesure possible pour après comprendre ce qui se passe ? Ouais. Est-ce qu'il y a des outils déjà qui existent, multidimensionnels, intégrant plusieurs champs ? Enfin voilà, comment tu vois la suite ? Oui, tu as raison. Alors, c'est la dissection, c'est la vivisection, comme Claude Bernard. En fait, on vivifique la sémiologie. Donc, sur ces différentes dimensions, oui, il y a des différences. Pour le moment, il n'y a que l'IHS et l'IHSS. Et elle se différencie, par exemple, l'idiopathique hypersomniale sévéridiscale n'évalue pas la drowsiness. Elle évalue que la proportion à s'endormir. Donc en fait, la drowsiness, qui me paraît un symptôme important dans la dimension psychiatrique, elle est plutôt évaluée par l'IHSS. Mais par contre, l'idiopathique hypersomniale sévéridiscale de Montpellier, elle évalue mieux les comportements au réveil et les difficultés de réveil, l'inertie du réveil. Donc, mais déjà, être attentif à ça, avoir des éléments d'opérateurs de traduction entre nous, c'est déjà important. Et ce que les champignons nous apprennent à dire aussi, à voir, c'est que l'idée n'est pas d'imposer des points de vue, mais d'avoir des opérateurs de traduction entre nous. Et ça, c'est un élément fondamental du travail que j'essaye de mener. J'ai une toute dernière remarque et après, on va passer au prochain speaker. Tu n'as pas du tout parlé du texte révisé ICSD-3. Oui. Est-ce que tu as vu les petites subtilités dans la définition des symptômes somnolence et dépression? J'ai pas reçu encore les ICSD-3 de TR et j'ai reçu le DSM-5 TR, mais pas l'ICSD-3. Mais par contre, je suis allé voir les différences. Mais il n'y a pas de différence majeure à part que la narcolepsie. Il n'y a plus besoin nécessairement du sang. Mais j'avais pas le texte de l'introduction. Il y a des petites différences. Ouais. Et justement, par exemple, les TIL, il n'y a plus le critère des TIL. Non, mais pour les dépressions associées à de la somnolence. Il y a des petites différences et ils appellent aussi au jugement clinique. Donc c'est beaucoup plus libre dans l'appréhension. Ça ressemble un peu au DSM, mais on aura un topo après, je crois, par Isabelle Arnulf sur le symposium suivant. Ouais. Et je suis désolée, il faut qu'on enchaîne. Bon, c'est vous qui... Une toute mini-question. Je vais faire une réponse courte, du coup. C'est super gentil, merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Elle était absolument géniale, mais comme toujours. Et est-ce que tu as pensé dans ces modèles à mettre les problématiques de fatigue et de fatigabilité ? Parce que, alors moi je m'y connais pas en champignons, par contre en thé éventuellement oui. Et le thé rouge n'est pas un vrai thé, donc on peut avoir la même présentation et quelque part une différenciation réelle en termes de physiopathologie et donc la fatigue chez nos patients souvent est confondue. Et donc est-ce que tu as envisagé de l'intégrer ?
je pense que l'étape de ce qu'on a fait comme recommandation et la coordination que vous avez fait, Lucie, Isabelle, est fondamentale. C'est la somnolence diurne excessive résiduelle. Pour moi, est un levier pour pouvoir repenser la somnolence diurne excessive résiduelle en psychiatrie. Et en fait, dedans, on a pas mal décrit sur la fatigue. Mais oui, c'est un enjeu de bien distinguer la fatigue de la somnolence. Et notamment, dans le livre de fiches de la SFRMS, on a maintenant fait une fiche supplémentaire sur l'asthénie et la fatigue. Donc, il faut qu'on puisse se situer aussi par rapport à ça. Oui. Merci. Donc, on va enchaîner avec le speaker suivant, donc Balthazar Bazin, qui va nous parler de la plainte d'hypersomnolence dans la dépression. On n'a plus de place. Bonjour à tous. Très difficile de passer après une telle présentation, d'autant plus que moi je ne vais pas vous parler ni de grenouilles, ni de champignons, mais de suicide. Donc c'est plus compliqué. Donc moi je suis psychiatre et médecin du sommeil, je suis assistant à l'hôpital Bichat, dans le service du professeur Lejoyeux, et notamment au centre Chronos, dont le responsable est le professeur Geoffroy, et où travaille aussi le docteur Marouani. Et du coup, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup et sur lequel il y a eu pas mal de publications cette année, qui est la plainte d'hypersomnolence dans le cadre des patients qui ont une dépression. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a les deux voies possibles, où soit les patients arrivent en consultation donc avec cette dépression, et là, ça va être essentiel de chercher ces symptômes, parce que, je spoil un peu, mais l'idée, c'est que ça va être une sévérité pronostique, en fait. Ou alors, il y a l'autre option, donc on a les patients qui nous ont adressés via cette plainte de somnolence diurne excessive, également aussi via cette plainte d'hypersomnie, et beaucoup plus rarement via l'inertie de sommeil. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas assez étudié, l'inertie de sommeil, et qui a toute sa place, parce que c'est un vrai impact au quotidien pour les patients. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment chercher, du coup. Parce que cette hypersomnolence et tous ces symptômes, ils ont un vrai impact sur la qualité de vie de nos patients, sur le plan social, sur le plan professionnel. Alors, il y a le risque accidentel que tous les médecins du sommeil connaissent, mais il n'y a pas que ça. Au-delà, en plus, du risque au plus long terme sur le plan cardiovasculaire, neurodégénératif et au plan de l'évolution des maladies psychiatriques. Au niveau des explorations, donc on a parlé des échelles tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur la PSG longue ou l'éthyle, par exemple, que vous connaissez. Mais l'idée, c'est pareil, c'est de ne pas aller trop vite. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le patient a cette plainte d'hypersomnolence qu'il fait oublier toutes les autres causes possibles. Donc les causes non physiologiques, comme les causes induites avec la dette de sommeil surtout, le travail posté, les substances, ou les causes pathologiques, donc, comme on dit. Donc ici, on parle d'hypersomnie centrale, mais aussi donc, toutes les comorbidités de type troubles respiratoires ou mouvements ou moteurs nocturnes, par exemple, qui sont essentielles à rechercher chez nos patients parce que surreprésentés. Et en fait, il y a un terme qui pose souvent problème dans les articles, c'est quand on parle d'hypersomnolence psychiatrique. Parce que derrière ça, il y a des pathologies qui sont très différentes les unes des autres, tant sur le plan de la physiopathologie que sur le plan de la prévalence de la somnolence, ou sur le plan thérapeutique, en fait. Et même si ce qui les regroupe un peu, donc c'est l'étude du professeur Geoffroy qui montrait qu'il y avait un risque de suicide qui était augmenté en cas, par exemple, d'hypersomnie, enfin de plainte d'hypersomnie, et cela indépendamment de la pathologie psychiatrique. Donc il y a cette sévérité, mais il y a des entités cliniques qu'il faut bien différencier. Et ce, surtout, dans les troubles de l'humeur. Parce que déjà, si on travaille autant sur les troubles de l'humeur, c'est parce que c'est très fréquent, ça touche une personne sur 5. Ce sera la première cause de handicap pour l'OMS en 2030. Il y a un taux élevé de suicide et on a une efficacité modérée des antidépresseurs. Donc tout ça, c'est quand même assez inquiétant. Et ici, donc, on est au Congrès du sommeil et chez ces patients, en fait, on a plus de 90% avec des troubles du sommeil. Et du coup, qu'en est-il donc de cette plainte d'hypersomnolence dans le cadre des troubles de l'humeur ? Et bien en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a différentes entités cliniques. Donc déjà, ce qui a aussi été montré, donc dans l'épisode dépressif en tant que tel, on peut avoir donc cette plainte d'hypersomnie. J'ai mis en gras aussi la plainte d'insomnie, parce qu'un patient insomniaque peut tout à fait avoir de la somnolence diurne excessive, peut tout à fait avoir l'inertie de sommeil, donc rentrer dans le cadre de l'hypersomnolence. L'idée aussi, c'est que s'il n'y a pas de tristesse de l'humeur, il peut quand même y avoir un épisode dépressif. Donc souvent, c'est des patients qui peuvent être adressés avec la plainte
de sommeil au premier plan, et donc il faut être très fin sur le plan clinique pour aller chercher, identifier cet épisode dépressif. Et enfin, donc, ce qu'on a abordé aussi tout à l'heure dans les questions, qui était que y a une plainte de fatigue aussi possible, et donc faire le poids, faire la balance entre la plainte d'hypersomnolence ou la plainte de fatigue, de clinophilie, c'est quelque chose qui fait appel en fait qui nécessite donc pour le clinicien de bien expliquer les différences aux patients pour pouvoir déjà faire la part des choses. Et donc en fait, il y a différentes entités en fait en termes d'épisodes dépressifs. Donc on a l'épisode dépressif donc tel quel que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a aussi l'épisode dépressif avec des caractéristiques atypiques. Atypiques par les caractéristiques cliniques, parce qu'on peut retrouver de l'hypersomnie, on peut avoir une prise de poids, on peut avoir une réactivité de l'humeur, donc des événements positifs qui vont potentiellement améliorer l'humeur, mais aussi atypiques parce que sur le plan thérapeutique, c'est une forme de dépression qui est pharmacorésistante et qui répond en fait aux IMAO. Pareil pour l'épisode dépressif avec un caractère saisonnier. C'est de l'ordre de 5% de prévalence en France, 16% dans les pays scandinaves. Donc il y a à nouveau des caractéristiques cliniques atypiques, donc avec cette hypersomnie, la prise de poids, la diminution des activités, donc dans le cadre de la dépression. Mais surtout, c'est une pathologie qui est très handicapante pour les patients parce qu'il y a des épisodes dépressifs qui sont récurrents. Il y a les dépressions donc, qui ont lieu à une même période de l'année et la rémission également. Et en fait, toutes ces différentes entités cliniques, que ce soit la dépression avec caractéristiques atypiques ou l'épisode dépressif avec caractère saisonnier, c'est essentiel d'aller les chercher. Donc il faut penser à faire du lien entre les saisons et les symptômes de vos patients. Parce qu'en fait, l'idée derrière tout ça, c'est que la prise en charge est différente. Les traitements, les réponses aux traitements ne sont pas les mêmes. Et donc, dans la dépression avec caractère saisonnier, il faut penser à la luminothérapie, par exemple. Sachant que tout ça, ça peut s'ancrer dans un épisode dépressif unipolaire ou bipolaire, sachant que les patients unipolaires, en fait, parmi eux, on a 10 à 20% de patients qui ont un trouble affectif saisonnier, et parmi les patients bipolaires, 25%. Et donc là, c'est pareil, les thérapeutiques ne vont pas être les mêmes. Et ce qui peut être très difficile en pratique, du coup, ça va être d'arriver à faire le distinguo entre ces patients unipolaires et bipolaires. Dans la CANMAT, en fait, on avait, dans les recos de 2018, donc l'hypersomnie, l'augmentation des siestes, c'est quelque chose qui était assez suggestif de bipolarité. Dans une étude donc, qui a été faite par Jeanne Le Sueur cette année, qui est donc dans le service, on retrouvait aussi cette plainte d'hypersomnie qui était surreprésentée chez nos patients bipolaires, par rapport à la plainte d'insomnie qui ne l'était moins, enfin qui ne l'était pas. Et en actimétrie, je veux dire, on trouvait une veille intrasommeil qui était plus élevée chez ces patients bipolaires. Et là, ça va être essentiel de faire le distinguo, parce que si on part, par exemple, sur de la luminothérapie, le patient est bipolaire, il va virer. Maintenant, en termes de prévalence, en fait, c'est des prévalences qui sont élevées. Et c'est pour ça, encore une fois, que ça va être important de chercher qu'on s'intéresse à tout ça, parce que même si ça varie avec l'âge, donc c'est surtout très présent à l'adolescence, c'est plus présent chez les femmes que chez les hommes, et en fait ça varie selon le type de trouble de l'humeur. Ça va être très variable chez les patients unipolaires, on a des prévalences de l'ordre de 9 à 76%, c'est plus élevé chez les patients bipolaires, on a 23 à 78%, et surtout ça va être présent en rémission. Donc, je vous laisse imaginer un patient qui sort d'un épisode dépressif et qui, malgré ça, a encore des symptômes d'hypersomnolence, l'impact au quotidien. Et chez les patients saisonniers, c'est encore plus prévalent, avec des prévalences de l'ordre de 68 à 80%. Et ce qu'il y a, en fait, c'est que ces chiffres-là, ça reflète surtout les prévalences de l'hypersomnie et de la plainte d'hypersomnie et de la plainte de somnolence diurne. Typiquement, l'inertie de sommeil, c'est quelque chose qui a été beaucoup moins étudié. Et cette année, Julien Marouani a cherché à comparer en fait des patients déprimés saisonniers par rapport à des patients déprimés non saisonniers parmi notre cohorte de patients. Et en fait, elle retrouvait une inertie de sommeil chez 35,9% des patients saisonniers contre 13,5% des patients non saisonniers. Donc là encore, des prévalences qui sont élevées, qui sont importantes à rechercher parce que c'est un vrai handicap pour les patients. Maintenant, il y a la question du pronostic. Donc, je vous ai un peu spoilé tout à l'heure parce que j'ai parlé de suicide, mais il n'y a pas que ça, en fait. D'abord, c'est des épisodes dépressifs qui vont être pharmacorésistants, donc ça va être très compliqué de les prendre en charge. Ça peut être des symptômes, ça peut être un symptôme, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment dans les troubles bipolaires qui vont être résiduels. Donc, encore une fois, en termes d'impact sur la qualité de vie, ce n'est pas anodin. Et enfin, c'est un symptôme qui peut être prédictif.
prédictif parce que c'est un prédictif d'épisodes dépressifs récurrents, prédictif d'évolution vers un épisode dépressif sévère, et une étude de cette année, donc de Louise Basquin dans notre équipe, qui a retrouvé en fait que chez les patients bipolaires euthymiques, l'apparition de l'hypersomnolence avait lieu 60 jours avant l'apparition de l'épisode dépressif. Donc vraiment quelque chose à rechercher, même chez les patients euthymiques. Et pour ce qui est du risque de suicide, donc de nouveau une étude donc, de Julia Marwani de cette année, où en fait elle s'est intéressée à une cohorte de patients avec une dépression résistante. Et parmi ces patients-là, elle a screené un petit peu les patients qui avaient une somnolence diurne excessive selon le score d'Epworth. Et parmi eux, en fait, il y avait davantage de patients qui avaient des idées suicidaires actives. Donc ce n'était pas le cas pour les idées suicidaires sur la vie, en vie entière, mais plus d'idées suicidaires donc actives chez ces patients. Et de même, dans une autre étude de Julia Marwani de cette année, donc en fait, elle a comparé des patients avec insomnie déprimés et qui avaient une somnolence diurne par rapport à des patients avec insomnie et déprimés mais sans somnolence diurne excessive. Et les patients qui étaient en plus somnolents avaient un surrisque d'idées suicidaires. Donc, devant cette sévérité, devant ces différentes entités cliniques, qu'est-ce qu'on peut faire comme hypothèse sur le plan physiopathologique ? Et bien, en fait, comme c'est des entités cliniques qui sont assez riches, des situations cliniques qui sont également, il y a plein d'hypothèses possibles. Il y a l'hypothèse médicamenteuse, le poids des comorbidités, notamment celui du SAS, des hypothèses plus métaboliques, donc pro-inflammatoires ou endocriniennes, avec une moindre activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. On va voir par la suite également donc, une modification de l'architecture du sommeil chez ces patients. Ensuite, on a une hypothèse donc, qui est chronobiologique, puisque en fait, chez les patients bipolaires, lors de l'épisode dépressif, en fait, il peut y avoir un trouble de circadien qui va se majorer par rapport à lorsqu'ils sont euthymiques. Et enfin, surtout pour les patients TCC, pour les patients saisonniers, je veux dire, en thérapie, il y a une hypothèse sur le plan de la thérapie cognitivo-comportementale qui serait qu'en fait, en fait, ils vont avoir des émotions et des cognitions à valence négative autour de l'hiver. Et enfin, notre hypothèse, c'est donc l'anomalie du traitement du signal lumineux chez les patients saisonniers. Donc ça, vraiment, ça reflète la richesse clinique de nos patients. Et maintenant, pour ce qui est des biomarqueurs, en actimétrie, donc on a une étude de 2017 chez des patients unipolaires, donc avec plainte d'hypersomnolence, par rapport à des patients contrôle, et ces patients-là donc, avaient un temps total de sommeil plus élevé en actimétrie. Dans l'étude de Julia Marwani sur les patients saisonniers déprimés, on avait une efficacité de sommeil qui était moindre chez ces patients déprimés en actimétrie et un retard au niveau de l'horloge circadienne. Maintenant, quelque chose qui a été étudié depuis les années 70, donc assez anciennement, donc au niveau des PSG longues chez des patients qui avaient une plainte d'hypersomnie. Qu'est-ce qu'on retrouvait à ce niveau-là ? Et en fait, il y a eu plusieurs études, enfin pas tellement, avec quand même des faibles effectifs, où on avait des patients déprimés avec une plainte d'hypersomnie par rapport à des contrôles, et on retrouvait donc un temps total de sommeil plus élevé chez ces patients que par rapport au contrôle. Il y a une étude où c'était pas le cas, où donc c'était une comparaison de patients déprimés avec plainte d'hypersomnolence par rapport à des patients avec une hypersomnie idiopathique, où cette fois-ci, les patients donc, déprimés avec plainte d'hypersomnolence avaient un temps total de sommeil qui était moindre, et seulement 13,9% des patients qui avaient un temps donc déprimés avec plainte d'hypersomnolence qui avaient un temps total de sommeil de plus de 9 heures. Mais là-dedans, quand même, il y avait beaucoup de patients qui avaient une dysthymie, donc une entité clinique qui était quand même un symptôme dépressif plutôt d'intensité légère aujourd'hui, et il y avait également un patient maniaque. Du coup, en 2017, donc Plante et collaborateurs, ils ont réalisé une méta-analyse donc incluant 4 études, donc beaucoup des années 80, une des années 90, donc des études assez anciennes avec des entités cliniques donc, qui ont évolué sur le plan des classifications, mais néanmoins on retrouvait donc un temps total de sommeil chez les patients déprimés, somnolents, avec une hypersomnolence plus élevée que chez les contrôles. Du coup, on s'est intéressé à ça avec les équipes du professeur Dorto, et donc on a cherché à comparer, à s'intéresser, à des patients déprimés qui avaient une plainte d'hypersomnolence, qui étaient adressés au centre de sommeil, et à les comparer à des patients donc, qui étaient adressés avec une plainte d'hypersomnolence, mais qui n'étaient pas déprimés et qui n'avaient pas de narcolepsie. On avait 77 patients, et en fait, en PSG longue, on trouvait bien un temps total de sommeil donc, qui était plus élevé chez ces patients déprimés avec la plainte d'hypersomnolence. On avait plus de 82% des patients qui avaient un temps total de sommeil de plus de 10 heures, donc qui confirmaient le diagnostic d'hypersomnie.
Et en fait, on leur demandait avant l'examen, donc oralement, quel était leur temps total de sommeil ces dernières semaines. Et on comparait ces données-là par rapport au temps total de sommeil qu'on observait en polysomnographie. Et là, on avait une différence qui était assez faible, de l'ordre de 10%. Donc, ils estimaient plutôt bien leur temps de sommeil. Pour ce qui est de l'architecture du sommeil, donc, on n'a pas mis forcément en évidence chez ces patients donc avec hypersomnolence d'éléments spécifiques. C'est des choses qu'on retrouve aussi chez les patients déprimés sans hypersomnolence. C'est-à-dire que, par exemple, dans le trouble affectif saisonnier, il y a eu une méta-analyse de Léa Bertrand en 2021 qui retrouvait en fait un pourcentage de SP qui augmentait lors de l'épisode dépressif, une latence du REM qui diminuait. En 2017, donc plante chez les patients unipolaires avec hypersomnolence retrouvait un temps total de sommeil qui augmentait, un temps passé au lit aussi plus élevé, et du sommeil lent léger plus élevé. Et dans notre étude, en sachant tout de suite donc, qu'on n'a pas ajusté sur les traitements, mais on avait une latence du REM donc, qui était diminuée selon l'index de Kupfer, et c'était assez spécifique des patients déprimés avec cette plainte d'hypersomnolence. Pour ce qui est des TIL maintenant, avec toutes les réserves donc, qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est des patients, il y a eu une méta-analyse donc, en 2016, où globalement les TIL n'étaient pas pathologiques. Mais il y avait quand même 25% des patients qui avaient des TIL qui étaient inférieurs à 8 minutes. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait en fait quasiment pas de patients qui étaient déprimés, qui avaient une hypersomnolence, qui avaient des TIL inférieurs à 5 minutes. Du coup, en conclusion, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait le distinguo clinique entre au niveau de cette plainte d'hypersomnolence, donc pour faire la distinction entre l'hypersomnolence et la fatigue, en fait, et ben, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a beaucoup d'éléments cliniques et au niveau des biomarqueurs qui prennent le poids quand même de l'hypersomnolence. Alors après, possiblement, donc, c'est les patients qui se plaignent d'hypersomnolence et pour qui on retrouve, en fait, notamment à l'entretien, presque plutôt de la fatigue, ce sont des entités plutôt différentes. Mais ce qui est sûr, du coup, c'est qu'on a des biomarqueurs donc, qui ont commencé à être identifiés et qui nécessitent d'autres travaux de recherche. On a des hypothèses physiopathologiques pareilles qui nécessitent d'être explorées davantage. Et tout ça, en fait, c'est à mettre en lien avec des entités cliniques qui sont vraiment différentes les unes des autres. Mais au vu de la prévalence élevée et surtout de la sévérité pronostique, notamment au niveau du suicide, eh ben, c'est essentiel de rechercher ces symptômes chez nos patients et surtout de les traiter, et de les traiter en fait de manière adaptée à l'entité clinique et surtout en ciblant l'hypersomnolence. Et pour ça, il y a des protocoles de TCC donc, qui ont déjà été établis, par exemple sur le trouble affectif saisonnier, ou plus récemment donc, sur l'hypersomnolence, y compris chez des patients narcoleptiques où on observait une amélioration de l'humeur. Pour les patients qui souffrent donc d'un trouble affectif saisonnier, l'efficacité de la luminothérapie a été bien démontrée, mais ce n'est pas que pour les patients qui ont un trouble affectif saisonnier qu'il faut penser à la luminothérapie. Et surtout, en fait, de nouveau, de manière adaptée à la clinique, à l'entité clinique, je veux dire, et ben en fait, il faut adapter cette pharmacopée ancienne qu'on connaît. Et on a aujourd'hui une nouvelle pharmacopée qui arrive avec une balance bénéfice-risque qui est très prometteuse. Donc, je spoil un peu l'intervention du professeur Geoffroy pour la suite. Je vous remercie. Merci Balthazar. Est-ce qu'on a des questions ? Non, je vais peut-être commencer alors. Tu as parlé de l'hypersomnolence comme un symptôme résiduel possible. J'ai deux petites questions. D'abord, est-ce que c'est un symptôme isolé ou est-ce que dans ce cas-là, tu penses qu'il y a d'autres symptômes dépressifs à minima qui peuvent peut-être aider? Et si oui, lesquels? Et en termes de délai, est-ce que jusqu'à combien de temps après un épisode dépressif caractérisé, diagnostiqué, on peut mettre en lien une hypersomnolence comme hypersomnolence résiduelle versus une hypersomnie éventuelle qui débute secondairement? Merci pour cette question. Alors effectivement, c'est une question très intéressante parce qu'il n'y a pas tellement de données. Ce qui est sûr, c'est que
c'est que, notamment dans la bipolarité, les symptômes résiduels sont très fréquents, notamment l'anédonie ou la boulie. Donc, probablement que si on les cherche, on va les trouver. Malheureusement, je n'ai pas de data concrète à donner aujourd'hui. Et après, combien de temps peut durer l'hypersomnolence après un épisode dépressif ? Ça paraît, je n'ai pas de données concrètes, mais vu la sévérité des patients qui ont ces symptômes, j'ai envie de dire que probablement que ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il y a un nouvel épisode dépressif qui risque d'arriver, voire un épisode maniaque. Et du coup, peut-être que ça va durer via un nouvel épisode dépressif, mais c'est probable que ça s'installe dans le temps, sauf s'il y a un épisode maniaque. Mais voilà. Merci. Merci pour cette présentation, parce que c'est vrai que je trouve que la problématique a été parfaitement posée dans la mesure où en pratique courante, moi j'ai une unité de sommeil en psychiatrie, c'est vraiment des choses qui sont complexes à départager. Et je rajouterais un type de patient dont on n'a pas parlé, ce sont des gens qu'on rencontre pour des hypersomnolences avec dépression, mais en fait qui avaient l'hypersomnolence avant le syndrome dépressif et qui sont en fait des vraies hypersomnies idiopathiques. Moi, j'en ai quelques cas en psychiatrie et qu'en fait, tout antidépresseur ne fonctionne pas, alors que dès lors qu'on met des traitements éveillants, la problématique se résout. Donc, je pense que cette troisième catégorie, parce que là, c'est une errance thérapeutique et des diagnostics faux derrière. Donc, c'est vrai que c'est important. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc effectivement, ça fait l'objet d'un symposium juste après, donc je fais encore la pub, mais il y a un symposium hypersomnie idiopathique et je pense qu'il est très complémentaire avec celui-ci, donc ça sera parfait pour répondre à ces questions. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, sauf s'il y a une question brûlante. On va passer au prochain présentateur. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Donc, le prochain présentateur est Régis Lopez, donc médecin psychiatre de Montpellier, qui va parler du traitement de l'hypersomnolence d'origine psychiatrique. Donc là, je valide 100% le titre. Celui-là, il est beaucoup plus parlant. C'est parce qu'il est de Montpellier, je pense. Ah, ça va pas te plaire, Lucie, parce qu'en fait, j'ai décidé de le changer, le titre. C'est traitement de l'hypersomnolence associée aux troubles psychiatriques. Si, ça va quand même. Ça va ? Bon. Oui, justement, j'ai proposé de le changer parce que je voulais pas... c'est toujours difficile de définir l'hypersomnolence d'origine psychiatrique. C'est presque un jugement de dire c'est une hypersomnolence donc d'origine, donc de cause psychiatrique. Et en fait, dans notre pratique, on se retrouve souvent en fait avec les deux problématiques associées. Et c'est peut-être un jugement de valeur de dire que c'est l'un qui va entraîner l'autre, alors que ça peut être tout à fait l'inverse aussi. Donc c'est pour ça que je me suis permis de modifier ce titre. Donc pour la terminologie, parce qu'il y a ce terme hypersomnolence qu'on aime bien promouvoir, et on est bien d'accord que ça ne veut pas dire quand on est hypersomnolent qu'on est méga somnolent, qu'on est ultra sévère. On peut être hypersomnolent et finalement pas très sévère, parce que le terme d'hypersomnolence, c'est d'élargir, donc on est bien d'accord, c'est d'élargir ce que l'on connaît le mieux, dont on entend le plus parler, qui est la somnolence diurne excessive, et que les patients ne se plaignent pas que de ça. Ils se plaignent justement de se sentir pas complètement réveillés la journée. Certains même sont tellement somnolents qu'ils en viennent à avoir à continuer leurs activités tout en dormant. On appelle ça les comportements automatiques. Eux, ils ne s'endorment pas, ils sont en activité, pourtant ils dorment en même temps. Il y a le côté de quantité excessive de sommeil et tout ce spectre de difficultés qui se manifeste autour du réveil. Donc c'était juste pour faire un rappel et être sûr que quand on parle d'hypersomnolence, c'est bien de ce spectre-là dont on parle. Alors avec Jean-Arthur, on s'aime beaucoup parce qu'on a la passion des champignons en commun et la passion aussi de la modélisation
de nos réflexions cliniques. Alors ne vous effrayez pas sur celui-là, j'en ai un autre encore plus compliqué, mais c'est juste pour bien poser les cadres physiopathologiques de la somnolence. En gros, on peut être somnolent parce que c'est un problème de sommeil. Un problème de sommeil, déjà, que première raison, c'est que vous vous maltraitez. Vous pourriez dormir plus, mais vous préférez ne pas dormir pour faire autre chose. Et c'est la somnolence d'origine comportementale. Vous aimeriez dormir plus, mais vous ne pouvez pas, parce que les conditions dans lesquelles vous vivez ne vous le permettent pas. Par exemple, votre travail. On va appeler ça le syndrome d'insuffisance de sommeil. Et vous pouvez être somnolent pour un problème de sommeil qui est plus lié au caractère non réparateur de votre sommeil, qui est en lien avec une maladie du sommeil. Et donc on peut avoir tout un tas, comme vous le savez, de pathologies intrinsèques du sommeil, les apnées, les parasomnies, le syndrome des jambes sans repos, qui vont entraîner une somnolence diurne par le fait que le sommeil n'est pas assez réparateur. Mais on peut être somnolent aussi parce que c'est un problème d'éveil. Soit votre système d'éveil est durablement affecté, et c'est une pathologie même du système d'éveil, et c'est ce qu'on va appeler les hypersomnies centrales, la narcolepsie, l'hypersomnie idiopathique, la maladie de Klein-Levin. Et on peut avoir aussi ces systèmes d'éveil qui de base fonctionnent très bien, mais qui peuvent être empêchés à un moment donné par un facteur extérieur. Typiquement, vous prenez un médicament qui va altérer votre système d'éveil, c'est pas lui qui est défaillant, mais c'est donc une cause secondaire. Et donc là, on est sur un phénomène qui peut être réversible. Donc si je me permets de vous montrer cette diapo assez complexe, c'est pour poser le cadre finalement de toutes les situations dans lesquelles on peut retrouver de la somnolence ou de l'hypersomnolence, et qui va faire écho à ce qui se passe du coup dans le champ de la psychiatrie. Alors voilà mon schéma complexe. Et en fait, vous inquiétez pas, on va détailler chacune des flèches parce que chacune va faire écho en fait à une situation bien particulière. Le premier cas, c'est d'envisager l'hypersomnolence comme l'un des symptômes du trouble psychiatrique sous-jacent. Et donc, là, je laisserai Pierre-Alexis parler, puisqu'on est dans vraiment le modèle de cette hypersomnolence symptôme, et en particulier d'un trouble de l'humeur, donc de l'épisode dépressif plus ou moins classique, atypique, la dépression saisonnière, le trouble de l'humeur bipolaire. Et donc, mais peut-être il nous dira si c'est tout à fait ça, mais qu'on va envisager, pour améliorer la somnolence, donc le traitement de l'hypersomnolence, ça sera celui du trouble psychiatrique sous-jacent. Il faut optimiser le traitement de la pathologie psychiatrique pour envisager d'améliorer la somnolence, puisqu'on la considère comme un symptôme, au même titre que la baisse de l'humeur, au même titre que les idées suicidaires, de la pathologie sous-jacente. On peut voir l'association dans le sens inverse. Vous souffrez d'une hypersomnolence en particulier qui va être extrêmement handicapante dans votre quotidien, qui va entraîner des altérations de votre fonctionnement, et possiblement ça va affecter votre humeur. L'exemple le plus frappant, on va aller de suite regarder les pathologies de la somnolence les plus sévères. Et là, donc comme la narcolepsie, et en particulier la narcolepsie type 1, et on voit que donc 25 à 30% des patients qui ont une hypersomnie centrale de type narcolepsie ou hypersomnie idiopathique non traitée ont une symptomatologie dépressive modérée à sévère. Donc un patient sur 3. C'est d'autant plus fréquent dans la narcolepsie de type 1, qui est aussi, vous le savez, la forme d'hypersomnolence la plus sévère. 23%, donc un patient sur 4 qui souffre de narcolepsie qui n'est pas prise en charge, a des pensées suicidaires. C'est les travaux de Lucie en particulier. Que l'intensité de la symptomatologie dépressive et des idéations suicidaires est corrélée à la sévérité de la narcolepsie. Donc plus votre maladie est sévère, plus vous allez avoir de symptômes dépressifs ou d'idéation suicidaire. Que cette intensité de symptomatologie dépressive, elle diminue après le traitement spécifique de la narcolepsie, en particulier avec des traitements éveillants. Et que, je l'ai mis là à la fin, mais, parce que je voulais terminer avec les traitements, mais que si on parle de symptômes, 25 à 30% sont des recueils de symptômes. Si on parle de diagnostic bien établi, c'est un patient sur 5. Donc ces données-là, elles suggèrent que dans ce cadre précis, si on veut améliorer
les symptômes dépressifs de quelqu'un qui est somnolent, le traitement de ces symptômes psychiatriques repose avant tout sur celui de la pathologie responsable de l'hypersomnolence. Donc dans un cadre où on a les deux associés, là, dans cette situation-là, il va mieux valoir cibler l'éveil pour améliorer le trouble psychiatrique, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, je vous disais, on peut être somnolent parce qu'on a des problèmes de sommeil. Et il se trouve que les pathologies psychiatriques sont souvent responsables de troubles du sommeil. Alors, des troubles du sommeil qui vont être, on va dire, non physiologiques, enfin physiologiques, non physiologiques, c'est-à-dire toutes les conséquences, et notamment sur les rythmes et la mauvaise hygiène de sommeil qui peut se développer dans le cadre d'une pathologie psychiatrique, et puis des troubles plus organiques du sommeil qui sont les symptômes de pathologie psychiatrique. Je vous donne plusieurs exemples, évidemment l'insomnie, mais aussi les cauchemars et les troubles du rythme veille-sommeil. Et que donc, quand on est dans ce cadre-là, où on a une pathologie psychiatrique qui va générer des troubles du sommeil et donc entraîner de la somnolence, le traitement de cette somnolence va être celui des perturbations du sommeil sous-jacentes qui sont induites par la pathologie psychiatrique. Et je fais le lien avec ce que tu disais, Pierre-Alexis, hier, sur le fait qu'on peut tout à fait cibler le symptôme insomnie avec une TCC. Ça marche aussi bien quand on est dans le cadre d'une pathologie psychiatrique que dans le cadre de l'insomniaque tout venant. Donc on peut cibler, en ciblant les troubles du sommeil spécifiques à la pathologie psychiatrique, on peut améliorer du coup l'hypersomnolence qui en découle. Quelquefois, on est dans un autre cas de figure encore, où vous avez un trouble du sommeil dont les conséquences vont se manifester à la fois par de l'hypersomnolence et à la fois par des symptômes psychiatriques. L'exemple, peut-être on en a d'autres, mais un exemple extrêmement parlant, c'est le syndrome d'apnée du sommeil de l'enfant. Vous le savez, il y a une association extrêmement forte entre ces troubles respiratoires chez l'enfant et la présence de symptômes qui ressemblent aux troubles déficit de l'attention avec hyperactivité, des symptômes d'hyperactivité, des symptômes de difficulté de concentration, de régulation comportementale, d'impulsivité. Et il se trouve que les troubles respiratoires, lorsqu'ils sont traités, par exemple, par un moyen assez radical qui est l'amygdalectomie chez les petits, on va avoir une réversibilité de ces symptômes, de symptômes, on va dire, neuropsychiatriques liés au TDAH, mais aussi de l'hypersomnolence. Donc, dans ce cas de figure où on a un trouble du sommeil qui va générer les deux symptômes, le traitement de l'hypersomnolence et des troubles psychiatriques, on en a l'exemple parfait dans ces situations-là, repose sur le traitement du trouble du sommeil sous-jacent. Ensuite, il y a toute la question des traitements. Quand on a une pathologie psychiatrique, on va assez souvent avoir recours à un certain nombre de traitements qui peuvent être, du coup, source d'hypersomnolence. Alors, quelques repères sur les traitements, l'utilisation des traitements psychotropes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du moment où vous prenez un traitement qui a des propriétés sédatives, vous allez modifier ce spectre-là que nous on appelle la patate, là, le radar, avec l'ensemble des symptômes. Vous avez le côté somnolence diurne, le côté difficulté de réveil, allongement du temps de sommeil. Si vous prenez un traitement sédatif le matin, il va surtout générer de la somnolence diurne. Si vous prenez un traitement sédatif le soir, on dit souvent tant pis, c'est pas... Tant mieux, de toute façon, il faut qu'il dorme. Souvent, ce qu'on va avoir, c'est en fait des symptômes d'hypersomnolence aussi, mais de l'allongement du temps de sommeil. Les gens qui disent depuis que je prends la quetiapine, je fais des nuits de 10 heures, où j'arrive pas à me réveiller le matin. Donc bien penser qu'on va générer de l'hypersomnolence, même si on file un traitement sédatif le soir, et que c'est pas rien, le handicap qui est lié à une inertie ou un temps de sommeil excessif. Les symptômes, ils sont aussi liés au profil de la molécule. Alors si on prend 3 grandes classes qui sont utilisées en psychiatrie, les antidépresseurs, les régulateurs d'humeur et les antipsychotiques, c'est important d'avoir quelques repères, même si tout le monde répond différemment au traitement, mais que globalement, dans le choix, quand on est face à une problématique de somnolence et qu'on pense être attribué au traitement, il faut avoir en tête un peu ce tableau-là et de se dire s'il est somnolent alors qu'on est sur de la mirtazapine, la myancérine, des antidépresseurs tricycliques, on va plutôt aller vers des antidépresseurs dont le profil est souvent moins sédatif, comme la fluoxétine, comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline.
Pareil, le même réflexe à avoir sur des régulateurs d'humeur. La lamotrigine est parmi les régulateurs les moins sédatifs, et voire même des fois qui est source de somnolence. Et enfin, pour les antipsychotiques aussi, ils ne sont pas tous ultra sédatifs, même si c'est vrai que la kétiapine, la loxapine, la thiapride le sont vraiment beaucoup, mais on peut avoir en particulier l'Abilify, l'aripiprazole, donc des traitements moins sédatifs. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a une pharmacopée assez large et que si on est face à une problématique de sédation, on peut aller quand même sur ces molécules-là qui ont potentiellement un profil plus protecteur au niveau de la somnolence. Donc le profil de la molécule est important à avoir en tête, et aussi c'est une histoire de demi-vide métabolite actif. Alors ça, vous le savez, hein, et notamment là, si je prends l'exemple des benzodiazépines, si vous ne voulez pas générer de l'hypersomnolence avec un allongement du temps de sommeil, avec une inertie, vous allez choisir des molécules il faudra que vous connaissiez bien la durée d'action de la molécule, sa demi-vie, s'il a un métabolite actif ou non, pour essayer, si on va aller sur des molécules les plus courtes possibles, on a moins de risque d'avoir des effets résiduels la journée. Donc, on est dans une configuration, cette fois-ci, où le traitement de la somnolence, il repose sur l'adaptation du traitement utilisé pour les troubles psychiatriques. On peut le voir aussi dans le sens inverse. Quand on travaille dans un centre de référence pour les hypersomnies, on doit souvent aussi faire face à la présence de symptômes psychiatriques potentiellement induits par les traitements psychotropes. Donc, c'est le chemin inverse, là. Vous voulez traiter la somnolence et vous entraînez des problèmes, des symptômes psychiatriques. Parmi les traitements que l'on utilise, donc on a les stimulants catécholaminergiques comme le modafinil, le solriamfétol, le méthylphénidate, avec en premier lieu comme symptômes psychiatriques associés de l'irritabilité, de l'anxiété. On peut voir aussi des chutes de l'humeur qui sont rares mais assez brutales. Parfois des symptômes psychotiques, des virages de l'humeur, une augmentation du besoin de fumer. Pour ce qui est du pitolisant, on a plutôt un profil peut-être le plus protecteur, on a envie de dire, sur le côté psychiatrique, avec quand même de l'irritabilité, de l'agressivité, quelquefois une baisse de l'humeur. Et moi, j'ai eu mon premier patient qui a fait un virage maniaque sous pitolisant. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude quand même de voir des profils de meilleure tolérance. Et puis, on a le Xyrem. Le Xyrem, donc le sodium oxybate, qui lui aussi peut être source de troubles psychiatriques, en particulier une baisse de l'humeur et des symptômes psychotiques. Donc là aussi, quand on est face à une problématique de troubles, de symptômes psychiatriques, d'hypersomnolence, et qu'on pense qu'on est dans ce sens-là d'association, il va falloir adapter là aussi les traitements de l'hypersomnolence pour traiter les symptômes psychiatriques. Septième situation, il peut arriver, au final, votre trouble psychiatrique et votre hypersomnolence résultent d'une même problématique qu'on pourrait appeler un déficit de vigilance. C'est l'exemple parfait du trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Moi, j'ai la chance en tout cas, je travaille sur des hypersomnies, vu beaucoup de patients dans le centre de référence, et j'ai eu la chance d'avoir aussi ma consultation dédiée pour le trouble de l'attention avec l'hyperactivité, avec des gens qui viennent pour hypersomnie, des gens qui viennent pour un TDAH. Quand on fait une évaluation du trouble de l'attention chez des patients qui ont une hypersomnie et qu'on applique les critères du DSM, on se retrouve avec près de 2/3 des patients qui ont les symptômes du TDAH selon le DSM. Si on s'interroge sur la présence de somnolence chez les patients TDAH qui venaient pour ça et pas du tout pour des problèmes de sommeil, la moitié d'entre eux ont une plainte de somnolence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, ok, nos patients hypersomniaques, on le sait très bien, quand vous avez une hypersomnolence, vous avez du mal à vous concentrer, peut-être vous avez une hyperactivité compensatoire, si vous posez, vous endormez, donc vous êtes toujours en activité, donc c'est normal d'avoir des symptômes, mais c'est pas du vrai TDAH. C'est vrai, mais pas que, c'est-à-dire que, par exemple, dans 25% des cas, les symptômes de TDAH étaient présents avant le développement de l'hypersomnie. Autrement dit, que peut-être ça se manifeste au début comme un TDAH et puis ça évolue avec les symptômes de TDAH plus de l'hypersomnie après.
Et pareil pour les TDAH, on peut dire, ils sont tellement hyperactifs qu'ils dorment mal, ceux-là, donc ils sont souvent insomniaques. Donc s'ils sont somnolents la journée, c'est parce qu'ils dorment pas bien ou parce qu'ils ont une procrastination au coucher. Eh bien non, il y en a aussi 22% d'entre eux qui dorment très bien, voire même qui dorment trop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, si vous prenez des 100 personnes qui viennent pour TDAH, 100 personnes qui viennent pour hypersomnie, vous pouvez identifier un sous-type finalement commun aux deux. Et c'est des patients finalement qui ont ce double profil d'hypersomnolence et de troubles de l'attention. Des auteurs qui ne sont pas dans le champ du sommeil proposent en fait, il y a une discussion aujourd'hui autour de l'identification d'un sous-type de trouble attentionnel qu'on appelle le sluggish cognitive tempo, qui correspond au trouble déficit de l'attention avec hypoactivité, qui sont décrits comme des enfants ou des adultes léthargiques. Ça ressemble finalement à ce sous-type-là dont je vous parle, et même Weinberg en 90 avait même proposé des critères diagnostiques, et lui parlait de troubles primaires de la vigilance, un syndrome qui est regroupé de la somnolence et du trouble attentionnel. Et ce qui est intéressant finalement dans le TDAH, c'est qu'un même traitement stimulant va améliorer à la fois les symptômes psychiatriques ou neuropsychiatriques et la somnolence. Vous utilisez du méthylphénidate, comme vous le savez, c'est un médicament qui est indiqué à la fois pour la narcolepsie et pour le TDAH, et que probablement, ce qu'on traite, c'est probablement pas les symptômes du TDAH, mais peut-être plus un déficit de vigilance princeps. J'ai terminé dans 2 diapos. La question que j'ai sortie de mon graphique, c'est: est-ce qu'il faut finalement traiter de façon symptomatique l'hypersomnolence, quel que soit finalement le mécanisme qu'on a supposé? C'est-à-dire, en gros, est-ce que je peux donner du modiodal à mon patient déprimé parce qu'il est somnolent? Alors, sachez qu'il n'y a évidemment aucune indication, qu'il n'y a aucune recommandation et que les données sont insuffisantes pour pouvoir le justifier. Et c'est important de ne pas succomber au fait de compenser les effets indésirables de traitement par un traitement pour le compenser, donc avec un risque d'interaction médicamenteuse. Vous risquez de déstabiliser la pathologie psychiatrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les stimulants peuvent induire des symptômes, et puis ça vous dégage aussi de toute une réflexion de démarche étiologique. Je dis ça, c'est les données aujourd'hui, mais on a quand même les psychiatres ont quand même l'habitude d'utiliser dans certaines situations des stimulants pour les pathologies psychiatriques résistantes, et ça peut bien se passer. Et il faut savoir aussi qu'il y a des essais en cours pour des pathologies psychiatriques ciblées d'utilisation de traitements stimulants, comme le pitolisant pour le Prader-Willi, ou dans l'autisme, ou le solriamfetol dans la dépression. Donc, la prescription d'un traitement symptomatique éveillant dans le cadre d'une pathologie psychiatrique, ça doit vraiment relever, je pense, d'un avis expert et de valider tout ça par une RCP. Voilà, quelques repères pour terminer. Donc, ayez en tête qu'il n'y a pas l'hypersomnolence d'origine psychiatrique. Elle peut être, vous avez les troubles psychiatriques d'origine hypersomnolence et tout ce que je vous ai expliqué. Donc, il faut avoir une approche étiologique et la privilégier à l'approche symptomatique, je pense. Bien connaître les effets sur la vigilance des traitements qu'on utilise en psychiatrie, bien connaître les effets psychiatriques des traitements qu'on utilise dans l'hypersomnolence. Et ça me permet de vous dire qu'on espère voir venir là dans quelques mois le projet du docteur Léotard qui s'appelle PharmaSom et qui sera peut-être intégré à l'appli SFRMS. Et le but, en fait, c'est de mieux documenter, de savoir les effets sommeil des traitements qu'on utilise, notamment tous les traitements psychotropes. Comment on fait pour démêler de savoir dans quel sens vont les flèches? C'est de retracer la chronologie croisée. Vous avez l'hypersomnolence, les troubles psychiatriques, et ça va être important de savoir comment les deux évoluent. Est-ce qu'ils évoluent dans le même sens? Ou est-ce que quand l'un s'améliore, l'autre persiste? Ça va être un élément important pour arriver à savoir dans quel sens vont les flèches et donc quelle vont être votre approche. Et que donc choisir une approche thérapeutique en fonction du mécanisme le plus probable, mais on a le droit de se tromper, et surtout de ne pas se dire c'est une hypersomnolence d'origine psychiatrique, donc je vais traiter la dépression, ça va aller mieux. Non, réévaluer les effets, et peut-être on s'est trompé, et donc on passera à une autre hypothèse de voir les choses différemment. Merci. Merci Régis, très belle présentation, très didactique. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions dans le public? Sinon, Laure en avait une et moi aussi. Sinon, s'il y en a dans le public, non.
Alors moi peut-être j'ai manqué, t'en as peut-être parlé ou j'ai peut-être pas entendu, c'est sur les effets de la privation de sommeil sur la dépression. Il y a des données là-dessus. Si on prive un petit peu les gens de sommeil, on peut traiter la dépression. Et est-ce qu'il y a des données chez les gens qui ont une hypersomnolence, justement, ces sous-groupes de patients déprimés hypersomnolents qu'on prive de sommeil et donc on pourrait avoir un effet sur la dépression? Il y a des données solides là-dessus? Alors en fait, c'est pas de faire un peu de privation, c'est que pour que ça marche, il faut faire une privation totale de sommeil. Et le souci, c'est que oui, je crois, je parle sous couvert de Pierre-Alexis qui doit se connaître ça mieux que moi, mais c'est probablement le traitement le plus efficace rapidement sur l'humeur. Si on fait une privation totale de sommeil, ça marche bien, mais ça rechute dès qu'on arrête. Et que les protocoles, par contre, de privation partielle de sommeil, finalement, ne montrent pas de réels bénéfices. Mais c'est intéressant, après, toujours d'aller regarder ces sous-types et de se dire, ça marche pas dans le groupe, mais il y a les dépressions atypiques, et est-ce que ceux-là, il ne faut pas justement faire ces privations-là? Et là, je t'avoue que je ne sais pas, peut-être tu as des données là-dessus sur l'effet de la privation chronique comme stratégie thérapeutique chez les patients déprimés avec hypersomnolence. Effectivement, c'est plutôt les dépressions très ralenties qui vont fonctionner. Et pour maintenir l'effet, d'ailleurs, c'est souvent des effets aussi un peu stimulants, où on va faire deux choses. On va faire la privation de sommeil, comme le dit Régis, dès que les patients redorment, ils rechutent. Et donc, on va essayer de maintenir l'effet en faisant de l'avance de phase sur le sommeil, qui va du coup un peu priver aussi le sommeil paradoxal. Et on va faire la luminothérapie le matin, en addition des antidépresseurs, et voilà. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est maintenant, avec ces nouvelles nomenclatures qui en fait évoluent tout le temps, de pouvoir redéfinir, repréciser ces groupes-là, parce que la privation de sommeil, c'est un très très vieux traitement qui n'est pratiquement plus pratiqué, puisque vu la démographie paramédicale dans les hôpitaux, il faut rester à côté du patient, il faut lui parler, l'occuper, etc. Enfin, il faut demander à une infirmière d'être à côté 24 heures sur 24. Donc souvent, je raconte, c'est fait en Italie, puisque les Italiens cuisinent, chantent, font des activités avec leurs patients. Bon, moi, j'ai essayé de proposer ça dans mon service. J'avais, on va dire, une motivation molle, quoi. Faut que tu recrutes des Italiens et des Italiennes. Merci. Merci Régis. On va continuer avec la dernière présentation. Donc Pierre-Alexis Geoffroy de Bichat qui va nous parler du traitement de l'hypersomnolence dans les troubles de l'humeur. Hop, merci beaucoup. Donc, cette dernière présentation va vous donner des éléments, des données scientifiques, des niveaux de preuve sur ces différents traitements dont on a parlé, et appliqué au champ des troubles de l'humeur, qui est un champ où on bénéficie d'un certain nombre de publications et donc de mise en lumière des différents concepts qu'on a pu pousser sur ce symposium. Je suis très content que le titre provocateur ait été souligné, et je crois que les données qu'on présente là, et notamment celles de Balthazar, permettent de faire avancer les concepts. Au-delà du fait que, Laure, je suis d'accord avec toi, la dépression a priori se passe dans le cerveau, ou en tout cas si elle se passe ailleurs, dans le pied ou ailleurs. J'ai raté une publication importante. Donc dites, envoyez-moi cette publication. Voici mes conflits d'intérêts. Donc évidemment, Balthazar l'a rappelé, hein, c'est central en fait, et même d'ailleurs il n'y a presque pas de débat, c'est-à-dire on définit la dépression comme ça fait partie de nos critères diagnostiques de la dépression. Donc évidemment, on a une pathologie de l'hypersomnolence, au moins pour une partie importante des patients, la moitié qui vont présenter au cours d'un épisode dépressif unipolaire ou bipolaire la dépression. Et puis là, on a typiquement un patient qui était en rémission et qui va présenter une rechute avec ce ralentissement psychomoteur, avec un temps total de sommeil qui va augmenter, une variabilité qui va s'accélérer. Et on voit à l'œil nu cette plainte d'hypersomnolence rapportée par le patient se manifester sur ce tracé d'actigraphie. Alors, bon, là encore, on pourrait débattre, et Lucie, on pourra prendre un café tout à l'heure si tu veux. Il paraît que les conflits se règlent toujours autour d'un bon repas ou d'un café ou un truc comme ça, donc c'est bien. Et c'est important d'être en désaccord en plus pour pouvoir faire avancer les choses. Donc je suis ravi quand on n'est pas d'accord avec moi. Et je considère que le premier traitement de l'hypersomnolence, c'est les antidépresseurs, de par la fréquence de cette pathologie-là.
Et donc, comme le disait Régis, effectivement, Régis, tu as raison, il faut d'abord, bien sûr, traiter la dépression quand elle est là, et avec les stratégies antidépresseurs disponibles et qui ont montré un niveau de grade A dans cette maladie. Alors, quand on parle d'hypersomnolence, ça a été dit, répété, donc là, je commence à vous saouler, et tant mieux. On parle de concepts très différents qui ont été résumés dans cette publication dans le Lancet, que je vous invite vraiment à lire, parce qu'elle est vraiment riche. Le problème, c'est que c'est ultra fréquent dans nos différents troubles unipolaires, Balthazar l'a rappelé, et qu'on a des pathologies qui sont plus sévères et qui résistent à nos traitements. Et nous, les médecins, quand on nous résiste, on n'aime pas ça. Et donc, on va dérouler un algorithme diagnostique que je reprends là brièvement différemment, qu'on avait d'ailleurs aussi fait à l'époque avec Régis. Vous voyez la qualité graphique de Régis sur cette slide-là. Ça sera ma plus belle slide, puisque c'est Régis qui a fait ce tableau-là, où on va d'abord regarder l'origine iatrogène ou pas des psychotropes qu'on va donner, les traitements sédatifs en journée qu'on va limiter, puis les traitements éveillants la nuit, qui vont du coup retentir sur le sommeil et emmener de la somnolence diurne. La deuxième question qui vient dans les troubles dépressifs, c'est vraiment la question devant une plainte d'hypersomnolence, la question de l'apnée. On a une population, vous m'avez peut-être déjà entendu sur cette question-là parce que c'est une catastrophe, mais clairement, vu la prévalence des apnées chez nos patients qui ont des troubles de l'humeur, tout patient qui a des troubles de l'humeur, comme les patients obèses, comme les patients hypertendus résistants, devrait bénéficier d'un dépistage pour les apnées. 1/4 des patients dans nos cohortes françaises, jusqu'à 1 sur 2 dans les cohortes américaines, qui sont plus obèses et qui ont des tours de cou plus importants. Il y a des traitements spécifiques. On va s'intéresser au retard de phase. Là aussi, on est sur une autre pathologie, une pathologie de l'horloge circadienne. On en a déjà pas mal parlé. 26% dans les troubles de l'humeur. La relation va dans les deux sens, comme dans le TDAH, avec chez ceux qui souffrent de syndrome de retard de phase, qui vont présenter pour 60% d'entre eux de la dépression. On recherche toujours, même dans les pathologies chroniques, des symptômes résiduels de dépression. Et puis, une fois qu'on a éliminé toutes ces comorbidités, on va aussi penser aux hypersomies centrales qui sont plus rares, d'origine neurologique, et sur lesquelles on va adresser à des centres de référence qui vont permettre d'explorer de manière complète et de proposer des traitements éveillants. Et là, je dois vous le rappeler, pour la suite, je vais faire du ski hors piste, puisque la prescription hors AMM, c'est du ski hors piste. Il faut prévenir son patient. Actuellement, l'AMM, pour ces traitements éveillants dont je vais vous parler, n'existe que pour la narcolepsie ou pour les apnées avec somnolence résiduelle. Mais on aime bien faire du ski hors piste. Alors, avant de vous parler réellement du ski hors piste, il faut quand même toujours commencer par la prise en charge comportementale. On ne peut pas se jeter sur les traitements éveillants sans traiter la dette de sommeil, qui est une question régulière chez nos patients, traiter la question des excitants, pris trop tard et qui vont impacter le sommeil et entraîner de la somnolence diurne excessive, ou les prises de poids qui vont entraîner en eux-mêmes l'obésité, indépendamment de l'apnée d'ailleurs, entraîne des symptômes d'hypersomnolence. Et puis évidemment, quand l'apnée est présente, va entraîner de l'hypersomnolence. Traitement étiologique de ces différentes causes dont on a parlé. Et puis, il y a les différentes stratégies éveillantes que vous connaissez, que j'ai ici rappelées. Donc le modafinil, donc on ne connaît pas exactement comment ça fonctionne, mais on comprend quand même qu'il y a probablement une inhibition de la recapture de la dopamine avec une augmentation de la transmission histaminergique et noradrénergique. Le méthylphénidate qui va inhiber la recapture de la dopa et de la nora. Le sodium oxybate, le Xyrem, donc agoniste partiel des récepteurs GABA-B. Je vais très peu en parler puisque c'est surtout pour traiter les cataplexies et puis c'est très mal toléré dans les troubles de l'humeur. Le pitolisant, qui est un agoniste inverse des récepteurs histaminergiques H3, donc un effet original par rapport aux autres. Et le solriamfétol qui va inhiber la recapture dopamine, noradrénaline. Alors, les données. C'est des données assez récentes que je vais vous présenter. Il n'y a pas des téraoctets de littérature, mais quand même. Comme le disait Jean-Arthur, c'est des stratégies qui sont souvent utilisées dans la dépression pour traiter ces dépressions résistantes. Et on a du coup des méta-analyses qui vont résumer cette littérature avec ici le modiodal utilisé dans la dépression
bipolaire ou unipolaire, avec probablement un effet un peu plus important dans la dépression bipolaire, mais ça fonctionne dans tous les types de dépression unipolaire ou bipolaire. Une étude qui vient de sortir, qui est une étude qui s'intéresse chez les patients bipolaires. On l'a rappelé, hein, la plainte de sommeil, c'est vraiment une plainte, et c'était vraiment une très bonne question, hein, symptômes résiduels, ou est-ce qu'on n'est pas quelque chose en subsyndromique ou un prodrome d'un nouvel épisode, c'est des questions cliniques continues. On sait que c'est associé en plus à davantage de rechutes, etc. En tout cas, le repérer permet d'améliorer le pronostic de ces maladies-là. Plus de la moitié des patients ont une plainte résiduelle. Et donc, la question, c'est sur cette plainte résiduelle, chez des patients qui sont considérés comme en rémission, avec troubles bipolaires, est-ce que le modiodal est intéressant? Donc, ils ont mesuré, donc c'est un essai randomisé, contre placebo de 8 semaines. Il y a 12 patients qui ont reçu une dose flexible de modafinil, 200 à 200 mg, ou un placebo en complément d'une dose thérapeutique de stabilisateur de l'humeur, toujours sous un stabilisateur de l'humeur, quand même. On peut le faire, mais il y a un risque de virage maniaque, en particulier si le patient n'est pas sous un stabilisateur de l'humeur à posologie efficace. Il n'y avait aucun effet indésirable qui a été observé chez ces patients-là. Il y avait un peu plus de palpitations, de démangeaisons, de fatigue et de baisse d'énergie un peu rapportées chez les patients sous modafinil. Et 2 patients ont arrêté le modafinil en raison d'effets secondaires et un de ces patients en fait s'est retiré de l'étude. Le modafinil était supérieur au placebo dans 2 domaines cognitifs, la vitesse de traitement qui était augmentée, l'apprentissage verbal qui était amélioré et la somnolence diurne qui était améliorée. Et de manière étonnante, par contre, enfin étonnante ou pas étonnante, en tout cas les auteurs étaient déçus, le placebo était supérieur au modafinil et améliorait mieux la qualité du sommeil. Peut-être avec quand même une certaine activation possible de ce modiodal, mais qui traitait la plainte de somnolence. Méthylphénidate, 143 patients déprimés, traités pendant 16 semaines. Donc là, vous avez citalopram plus placebo. Là, vous avez méthylphénidate plus placebo. Et là, vous avez les deux, citalopram plus méthylphénidate. Et ce qu'on observe sur le score de dépression, c'est que la combinaison des deux, citalopram plus méthylphénidate, est supérieure aux 2 monothérapies. Il faut savoir que ces traitements éveillants ont intégré les recommandations internationales du traitement de la dépression, et en particulier lorsqu'il y a une réponse partielle ou une mauvaise réponse aux antidépresseurs. Le modiodal fait partie des traitements de seconde ligne, et en 3e ligne, le méthylphénidate apparaît. Dans le trouble bipolaire de la dépression, le modiodal est proposé en, là aussi, niveau 2 de 3e ligne de stratégie thérapeutique. Alors, chez ces patients résistants, ici la réponse, diminution de 50% de la sévérité de la dépression, et là la rémission avec un score à MDRS inférieur à 10. Vous avez encore des méta-analyses qui ont été faites où on a des effets significatifs du modiodal et une tendance non significative pour le méthylphénidate. Concernant la rémission, les deux étaient non significatifs avec une tendance d'amélioration sous méthylphénidate et sous modafinil. Ça a été publié l'année dernière. Le pitolisant. Alors, le pitolisant, Régis en a déjà un petit peu parlé. On attend des essais spécifiques sur ces populations. Donc, pour l'instant, on manque de données. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est des données indirectes. Et on attend des données spécifiques puisque beaucoup de ces patients-là souffrent de dépression. C'est aussi le cas dans les hypersomnies centrales. Et donc, en fait, ce sont des données d'hypersomnie centrale, de traitement de la narcolepsie que je vais vous montrer. Globalement, ce qui est observé, c'est que le score, donc c'est une étude de l'équipe de Yves Dauvilliers, publiée dans Sleep il y a 3 ans, il n'y avait pas d'inquiétude particulière sur la dépression chez ces patients traités par pitolisant, avec des scores à la Beck, vous voyez, qui évoluaient peu. Quand même, 5 dépressions ont été observées chez la centaine de patients étudiés. 2 avaient été reliés directement au pitolisant. 1 dès le premier jour, donc on peut se questionner sur l'imputabilité, et 2 patients avaient eu une aggravation d'une dépression qui était déjà existante. Il n'y avait pas d'effet sur le QT corrigé, qui est un vrai sujet en psychiatrie et avec les psychotropes qu'on donne.
Alors, très belle étude qui a été faite récemment par des collègues italiens qui ont présenté des données de la vraie vie, ce qui correspond probablement à votre pratique et ce qui corrobore le fait que chez les patients qui souffrent de dépression, c'est ici les scores qui ont un score élevé à la BEC, en termes d'habitude et de primo-prescription, eh bien, les collègues italiens, en tout cas, ont plutôt tendance à prescrire du pitolisant quand la dépression est présente, avec cette idée et cette expérience clinique, probablement qu'il y a une tolérance clinique qui peut être meilleure que les autres stratégies qui apparaissent dans les recommandations internationales, modiodal, méthylphénidate. Le solriamfetol, là aussi, donc des données issues de la narcolepsie ou des patients OSA, donc l'étude qu'on a dû vous présenter déjà 10 000 fois, l'étude de Cristal de l'année dernière, avec donc 2 belles cohortes de patients traités par narcolepsie et de patients traités par apnée. Là aussi, dans ces pathologies-là, la comorbidité dépressive est monstrueuse, avec un quart des patients dans chacune de ces cohortes qui souffrent de dépression ou qui a eu une dépression par le passé. Et dans cette étude-là, du coup, ils ont regardé cette comorbidité-là en regardant les changements sur le TIL et sur la somnolence en fonction de si vous aviez une histoire de dépression ou pas d'antécédents de dépression. Et ce que vous observez, que ça soit dans les 2 pathologies, j'arrive à mes dernières slides, c'est les mêmes effets avec une relation dose-dépendante du solriamfetol, que vous ayez un antécédent de dépression ou pas d'antécédent de dépression. Et les auteurs observaient qu'il n'y avait pas de différence entre les groupes, que vous ayez un antécédent de dépression ou pas d'antécédent de dépression. De même, ils ont regardé si les patients avaient un traitement antidépresseur ou pas d'effet ou pas de traitement antidépresseur. Là aussi, la tolérance était la même. Il n'y avait pas plus de dépression, plus de symptômes anxieux ou plus de suicidalité que vous ayez l'antécédent ou le traitement en cours. Risque addictogène, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est oui, mais quand même, est-ce qu'ils ne vont pas devenir addicts, ces patients psychiatriques ? Ce qu'on connaît de ces études de Dreuil-Lacking, est-ce que vous aimez la substance, est-ce que vous allez aller la rechercher, c'est que finalement, le méthylphénidate est probablement la substance modérée, très modérée. J'ai pas des cohortes de patients, j'ai pas des patients qui viennent pour des sevrages au méthylphénidate, accro, SDF, etc., qui viennent pour des sevrages hospitaliers de méthylphénidate. Mais c'est probablement celui qui a le risque addictogène le plus important. Puis phentermine, modafinil, solriamfetol, puis pitolisant, puis placebo. Et je finis avec la luminothérapie. Donc, c'était une étude qu'on avait faite avec l'équipe de Strasbourg, l'équipe du professeur Patrice Bourgin, où on a recherché les effets sur la somnolence diurne de patients, enfin de sujets sains, qui avaient été privés de sommeil au cours de la nuit. Dans l'idée, vous savez, quand on souffre de privation de sommeil la nuit, il y a un risque accidentogène plus élevé, et donc d'essayer de voir si les dispositifs de lampe classique ou de luminette, enrichis en bleu, par rapport à du placebo, amélioraient la vigilance. Et ce qu'on voit, c'est qu'après la séance de luminothérapie, quel que soit le dispositif, on a une vigilance qui est améliorée, avec moins de somnolence, et ceci se maintient sur les différents temps de mesure sur les 4 heures qui ont suivi. La tolérance des 2 dispositifs était bonne, même quand on a été privé de sommeil, ou probablement dans cette situation-là, la tolérance à la lumière est un peu moins bonne que quand on n'est pas privé de sommeil. Globalement, la tolérance à tout est moins bonne quand on a été privé de sommeil. Ça, c'est l'expérience de lendemain de garde. Alors, en conclusion, vous voyez, il faut vraiment faire le bilan de la plainte d'hypersomnolence et éliminer les autres causes, la iatrogénie, les apnées, le retard de phase, les troubles psy, qui sont des comorbidités ultra fréquentes dans les troubles de l'humeur. Toujours commencer par une prise en charge comportementale de cette plainte d'hypersomnolence. Ne pas se jeter sur les prescriptions tout de suite, la dette de sommeil, les excitants et la prise de poids. Les traitements étiologiques psychiatriques et non psychiatriques, et puis dans hypersomnolence et troubles bipolaires, pensez à la luminothérapie ou les traitements éveillants avec un bilan cardiovasculaire quand même, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais au moins en ECG. Modafinil, vous avez vu que dans les recos, ça apparaît déjà dans les recos internationales psychiatriques, comme traitement adjuvant de niveau 2, le méthylphénidate aussi, mais de niveau 3. Pitolisant, solriamfetol, je vous ai donné beaucoup de données indirectes, mais on a des études en cours dans la dépression dans ces molécules-là et on en est très content. Il n'y a pas d'indication actuelle, on est du hors AMM, plutôt une bonne tolérance et des données à confirmer. Et puis pour le sodium oxybate, là, donc plutôt contre-indiqué dans les troubles de l'humeur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, puis je remercie toute l'équipe qui travaille avec moi sur cette thématique.
Merci. Merci Pierre-Alexis, c'était parfaitement clair et très très intéressant. Il nous reste 2 minutes, donc si vraiment une question ou deux, on doit clore le Sympo dans 2 minutes. Michel Le Cendreux de Robert Debré. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Alexis. Je voulais profiter de ton expertise sur le Klein-Levin parce que tu n'en as pas parlé, sur le traitement des épisodes, comment tu expliquerais le risque éventuellement de récidive au niveau de l'humeur, au niveau de l'hypersomnolence, quels seraient les traitements de l'épisode, puisqu'on en a très peu. Et puis tu n'as pas évoqué tellement le risque suicidaire de ces patients. Donc sur la stratégie thérapeutique médicamenteuse, je pense qu'il y a quand même urgence quand il y a des suicidaires associés. Ouais, non, c'est bon, c'est une très très bonne question. Toi, tu as une excellente expérience sur le Klein-Levin, probablement plus que moi, mais globalement, il y a beaucoup de formes de Klein-Levin qui associent des troubles de l'humeur. Ça, c'est vraiment, voilà. Et probablement qui vont présenter possiblement aussi par la suite des troubles de l'humeur. Le lithium, chez ces patients-là, est quand même un traitement qui marche assez bien et chez qui on va vraiment transformer le parcours. On a des excellents répondeurs, comme il y a avec le trouble bipolaire, où vraiment, lorsque le traitement est introduit, la maladie disparaît complètement. Donc c'est vrai, comme dans les stratégies de dépression classiques, on va commencer par des traitements comme ça, je pense, de fond. Et puis après, et là je pense que c'est tout le travail que tu fais, tout le travail que Isabelle aussi fait, c'est d'essayer d'identifier des sous-groupes, même si c'est une pathologie rare, probablement qu'il y a différents profils dans cette pathologie-là, et que certains patients, effectivement, bénéficieraient de stratégies qu'on utilise dans les troubles de l'humeur, versus des traitements davantage éveillants qu'on aura aussi en première ligne chez ces patients-là. Absolument. Merci, merci Pierre-Alexis, merci à nos 4 excellents orateurs, merci à vous d'avoir participé à ce symposium et bonne continuation. Parfait.